Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est vendredi après-midi, c'est le rendez-vous du quiz en ligne. Alors le quiz en ligne aujourd'hui il se fera sur cette adresse-là, c'est toujours myquiz.org. Quand je dis cette adresse-là, c'est celle que j'ai balancée dans le chat de Twitch. Je la mets à l'écran également, myquiz.org/p, je ne sais pas pourquoi p, c'est comme ça, il faut faire avec. Et puis le code c'est 404 703. J'espère que vous le trouverez, parce qu'avec 404 c'est c'est un mauvais signe. 404 703. Aujourd'hui, on sera sur 8 questions SysOps Associate. Alors, si c'est la première fois que vous assistez au quiz, bien bonjour. Je m'appelle Sébastien Stormac. Je suis développeur advocate chez AWS. Et depuis quelques semaines, là, tous les vendredis après-midi à 16h, on fait un petit concours, un petit quiz sur des questions de certification AWS. Alors, évidemment, ce ne sont pas des vraies questions extraits des vrais examens, mais ce sont des questions extrêmement proches, extrêmement similaires à celles que vous pourriez avoir si vous alliez passer un examen de certification. On a fait beaucoup d'architectes. Aujourd'hui, on va faire du SysOps. SysOps niveau associate. Ce sont les questions que j'ai. Alors vous pouvez jouer pour plusieurs raisons, pour apprendre, pour vous préparer pour le test, ou pour des points aussi. Il y en a qui sont là pour gagner. Et ce sont souvent les mêmes d'ailleurs qu'on retrouve une semaine à l'autre. Si vous voulez jouer pour des points, la vitesse de réponse a de l'importance. Au plus vous répondez vite, au plus vous marquez des points. Voilà, nous sommes une bonne dizaine sur Twitch, un peu moins que ça sur Quiz. Donc là, à vous connecter sur myquiz.org/p/404 703. Je remets le lien encore dans le chat de Scheim. Et normalement, vous devriez arriver à un écran comme ceci, où vous devriez voir un compteur qui est arrivé à 0 d'ailleurs, le compteur. Tiens, je devrais pouvoir agrandir un peu ma fenêtre, ça donnera mieux pour vous. Alors, on peut faire comme ça. Hop, et voilà. Comme ça, vous verrez les questions en grand. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait une faute de frappe. Associate, c'est évidemment associate avec un C. Bien, je crois que tout le monde est connecté. J'attendais un tout petit peu pour donner à tout le monde le temps de se connecter. J'ai 10 utilisateurs sur le quiz, quoique le compteur n'est pas parfait, 15 sur le stream, donc on va y aller. Comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat de Twitch. C'est pour ça que j'ai parfois les yeux un peu plus bas. Je regarde les questions. D'ailleurs, le quiz 8, ça correspond à quel certificat d'architecte? Celui-ci, il correspond à SysOps. Donc, ce n'est pas la certification architecte, c'est SysOps, administrateur système, niveau associé. Bien. Attention, on commence, vous avez 90 secondes pour répondre aux questions, 1 minute et demie, et puis on débriefe le temps qu'il faut après. Vous posez vos questions, j'y réponds en direct. Voici la première question. Je rappelle, les questions sont en anglais, parce que c'est comme ça que vous allez passer l'examen, si vous comptez passer l'examen. Mais moi, je les lis en français, et on les explique en français, évidemment. Bon, allez, assez de blabla, on est parti. 3 secondes. 2, 1. Question haute disponibilité. Il y a un avocat d'une société qui est un peu soucieux sur la disponibilité des données dans leur bucket Amazon S3 pour leur département. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour assurer un plus haut niveau de disponibilité d'un bucket? Première réponse, vous n'avez rien à faire. S3 est conçu pour 11.9 de disponibilité. Vous pouvez activer le versionning sur le bucket, ça va augmenter la disponibilité du bucket. Vous pouvez créer un bucket dans une autre région, créer une fonction lambda pour copier par le code lambda, toutes les données vers le nouveau bucket dans l'autre région. Ou alors, réponse D, vous pouvez créer un bucket dans une autre région et activer le versionning sur le bucket et puis activer la réplication entre régions des buckets. Notez qu'ici la question joue sur le mot availability
il y a deux facteurs importants avec S3, c'est la disponibilité du service et puis la durabilité des données. Ce sont deux choses différentes. On peut avoir des données très durables avec un service qui n'est pas disponible à un moment donné, ça pourrait arriver, mais que les données au moins sont conservées quand le service reviendra. Donc d'un côté, il y a la disponibilité du service, de l'autre, la durabilité. Ici, avec la solution, on va améliorer les deux. On va améliorer à la fois la disponibilité et à la fois la durabilité des données. Alors c'est vrai que S3 est conçu pour 11/9 de durabilité, mais justement, j'étais en train de l'expliquer, la question ici parle de la disponibilité du service. Alors je sais qu'il joue sur les mots sur cette question, mais la disponibilité du service, elle n'est pas de 11/9. Je ne l'ai pas en tête, mais il y a un SLA sur la disponibilité de S3, on peut éventuellement regarder ça. SLA Amazon S3. Et un CLA, c'est un contrat, hein, ce n'est pas une garantie, c'est juste un contrat qui dit, voilà, si on n'arrive pas à respecter ce contrat-là, eh bien, on vous remboursera sous la forme de service crédit. Et regardez, les CLA de disponibilité, il est à 99,9. Donc on est très loin des 11/9 de durabilité. La durabilité, c'est la durabilité des données elles-mêmes. Donc ce n'est pas la bonne réponse, la réponse A. Le versionning ne va pas augmenter ni la disponibilité ni la durabilité, donc personne n'a répondu ça, vous avez raison. Réponse C, techniquement incorrecte, mais c'est un peu beaucoup de travail. Vous devez coder une lambda vous-même qui reçoit les événements, qui replique, etc. La réponse D est la bonne réponse, parce que la réplication entre régions, c'est quelque chose que vous pouvez activer juste avec une petite checkmark dans la console, et donc vous passez d'une région à une autre, et ce faisant, vous augmentez la durabilité, puisque vos objets sont dans deux régions, et moyennant un peu de load balancing de votre côté, vous pourriez augmenter la disponibilité du service. Voilà pour cette première réponse, 54% quand même sur la A, c'est pour ça que j'ai passé du temps à expliquer les réponses, pour bien expliquer pourquoi D était la bonne réponse. Bravo à Guillaume du 59, Lynn 6 et les autres qui ont répondu correctement. Attention, on va passer à la question 2. J'ai essayé de mettre mes petits jingles, mais mon Mac est en train de ramer de la mort pour le moment, donc on va voir si la latence le permet. Ouais, c'est limite côté latence. Déploiement d'applications. Vous travaillez pour une société qui utilise Chef pour l'automatisation des déploiements. Quel service AWS peut tourner des recettes Chef? Est-ce que c'est Elastic Beanstalk? Est-ce que c'est Opswork? Est-ce que c'est Code Deploy ou Code Commit? J'avais envie de dire que c'est une question relativement facile, et puis finalement, si on n'a jamais rencontré ce service-là, peut-être qu'on ne sait pas, et donc c'est peut-être pas aussi évident que ça. Chef, c'est une solution assez ancienne d'automatisation pour automatiser les changements de configuration sur les machines, automatiser les déploiements. Vous installez un agent sur les machines, et puis vous pouvez contrôler d'un point de vue central les scripts à exécuter. Ça marche aussi bien pour de la gestion de configuration que pour du déploiement. Ça rentre dans cette catégorie d'outils où il y a Chef, il y a Puppet qui est assez populaire aussi, il y a Ansible. Tout ça, ça a tendance un peu à disparaître maintenant qu'on passe en serverless avec Lambda. Mais si vous tournez des instances Amazon C2 sous Linux, il y a de bonnes chances qu'un jour ou l'autre dans votre vie, vous ayez rencontré Chef, Puppet ou Ansible, ou peut-être d'autres également. Et donc la bonne réponse pour un service managé qui s'occupe de vos recettes Chef, la bonne réponse, c'est la réponse B, AWS Opswork. Donc Elastic Beanstalk n'est pas la bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'Elastic Beanstalk, c'est un service qui va provisionner automatiquement vos applications. Tiens, ça ressemble à d'autres choses, ça. Mais c'est aussi un service qui a 8 ou 9 ans, où vous donnez votre application, Java, Python, Node.js ou autre, et puis il va créer des instances C2, il va déployer l'application, il va créer le load balancer, il s'occupe de tout ça. Il y a plein d'options de déploiement aussi dans une flotte Elastic Beanstalk. Si vous passez la certification DevOps Pro, jetez un coup d'œil aux options de déploiement en Beanstalk, parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. À l'époque où moi j'avais passé DevOps Pro, il y avait beaucoup de questions sur Opswork aussi. Maintenant, c'est vrai qu'on le voit un peu moins, Opswork. Opswork, c'est un service managé
pour gérer des configurations chef. Donc on a toute une série de librairies chef, de recettes chef qui sont pré-build dans le service. Vous pouvez dire, voilà, je veux déployer un serveur à page, je veux déployer ceci, cela. Ou vous pouvez amener vos propres scripts chef, et Opswork, en fait, se charge de pousser les scripts chef sur les instances, de déclencher les agents, de remplacer des instances éventuellement. Donc c'est vraiment pour gérer à grande échelle des flottes avec chef. Code Deploy, c'est un service de déploiement. Donc là, vous lui donnez un script et il va déployer votre application. Typiquement, vous déployez sur de l'Amazon EC2, mais Code Deploy peut aussi déployer du Lambda. Il peut aussi déployer sur du on-prem. Donc, moyennant l'installation d'un petit agent sur vos instances on-prem, vous pouvez imaginer des scénarios de déploiement mixtes, hybrides entre le cloud et on-prem. Puis Code Commit, c'est un service Git managé de notre côté, donc évidemment ce n'était pas la bonne réponse. Donc j'espère avoir répondu à la question Opswork versus Beanstalk. Beanstalk déploie des packages applicatifs, Opswork déploie des recettes chef, oui chef, j'hésite toujours entre les deux, chef et la question suivante porte sur Amazon RDS. Vous utilisez une base de données relationnelle en standby, donc l'option multi-easy. Et est-ce que la question c'est est-ce que ce standby, est-ce que c'est dans la même availability zone? Je me rends compte que j'ai partiellement répondu à la question en posant la question, je suis désolé. Donc vous utilisez une instance Amazon RDS de standby. Vous utilisez une instance Amazon RDS de standby. Si vous perdez le son, essayez de diminuer la résolution dans Twitch. Pour ceux qui me disent qu'ils ont perdu le son, si vous diminuez la résolution dans Twitch avec le petit... vous devriez garder le son. Et sinon c'est... Et si on descend à 720, on retrouve le son. 1, 2, 1, 2, 1, 2, hops. J'espère que vous pouvez toujours lire la question en tout cas. Hop, on va laisser courir. Donc oui, non, uniquement pour Oracle et Microsoft SQL Server ou seulement si configuré au lancement. Désolé pour ceux qui ont perdu le son, vous devez descendre la résolution de votre flux sur Twitch pour récupérer le son. Quand vous configurez une instance de standby sur Amazon RDS, cette instance de standby, elle est toujours dans une autre zone de disponibilité pour augmenter la disponibilité. Si quelque chose arrive sur votre base de données, eh bien automatiquement, nous recréerons votre base de données à partir du standby. Donc on va redémarrer une base de données à partir de la copie des données qu'on a dans l'autre availability zone et on va switcher automatiquement les endpoints, donc vos applications, évidemment, elles vont perdre la connexion, mais s'ils réessayent, ce sont des bonnes applications, ces applications vont finalement se reconnecter à la nouvelle instance. Donc B était la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse, parce que ça marche avec MySQL, Postgres et la plupart des bases de données Amazon RDS. Et D n'est pas la bonne réponse. Est-ce que ça peut être uniquement configuré au lancement? Je pense pas. Je crois qu'on peut aller, une fois qu'une base de données est démarrée, dire qu'on la veut en multi-easy et activer le multi-easy après. Si je dis une bêtise, corrigez-moi. Je n'ai pas les yeux sous la doc, mais je crois que c'est une option qui peut être indiquée à peu près quand on le souhaite. Bien. Si pas de son... Question suivante sur CloudFormation. Hop, je réponds aux gens sur le chat en même temps. Avec CloudFormation, quelle est la fonction de CloudFormation qui vous permet de gérer des ressources sur plusieurs régions au même moment, donc déployer un stack sur plusieurs régions? Est-ce que c'est un CloudFormation template? Est-ce que c'est un CloudFormation stack? Est-ce que c'est un CloudFormation stack set ou un CloudFormation nested stack?
Donc c'est une question sur CloudFormation. CloudFormation, c'est ce service qui permet de décrire une infrastructure en JSON ou en YAML, et puis on donne le texte à CloudFormation et il va créer l'infrastructure. Et ici, la question porte donc sur la création sur plusieurs régions. Imaginez que vous ayez une infrastructure multi-région et vous voulez avoir un template qui permet de déployer sur plusieurs régions. Et la bonne réponse est la réponse C, CloudFormation Stackset. Donc un CloudFormation template, c'est le template, c'est le texte que vous donnez à CloudFormation. Donc ça ne permet pas en soi à créer des ressources sur plusieurs régions. Un stack, c'est l'instanciation de ce template. Donc quand vous exécutez le template, ça crée un stack avec toutes les ressources qui ont été définies dans le template. Et un stack set, c'est une nouvelle fonction, enfin nouvelle, ça fait quelques années maintenant. J'ai mis la doc ici en dessous sur les stack sets. On ne peut pas copier-coller, mais enfin c'est facile à trouver en faisant CloudFormation stack set. Et ça vous explique ce que c'est qu'un stack set. Et donc un stack set, c'est une extension des stacks qui vous permet de déployer en mode multi-région. Donc de déployer le même stack sur plusieurs régions. Et mieux que ça, récemment, nous l'avons intégré à AWS Organisation également. Donc si vous avez une organisation qui chapeaute plusieurs de vos comptes, vous pouvez maintenant déployer des stack sets au niveau de l'organisation et automatiquement ils seront déployés sur l'ensemble des comptes dans votre organisation, donc multi-compte et multi-région. Les nested stacks, c'est quand un stack appelle un autre stack et donc ça ne permet pas de faire du multi-région. Donc non, ce n'est pas les nested stacks. On est à mi-jeu, Guillaume Man à 29, Snabil 22, Ben 20 et Linis 19. Question 5 sur Amazon S3. Vous avez configuré un objet, donc un fichier sur Amazon S3 pour être en public read sur les access control list, mais vos utilisateurs disent qu'ils ne peuvent pas accéder à cet objet. Qu'est-ce qui pourrait causer ce problème? Vous avez dans la liste des public access blocks d'Amazon S3, vous avez dit d'ignorer les ACL, ou alors le security group du bucket ne permet pas les connexions rentrantes, ou alors l'objet n'a pas été créé avec la métadonnée bucket owner full control permission, ou alors, réponse D, vous n'avez pas activé le static web hosting sur le bucket. Question sécurité d'accès à S3 qui combine différentes choses, les blocs public access list, les access control list, les security group, le web hosting, on parle de beaucoup de choses. J'aurais été vache, j'aurais rajouté aussi de l'IAM dans les réponses, dans les mauvaises réponses possibles. Je vois que vous êtes nombreux à avoir répondu. Non, juste 9 réponses, 10. Ah, ça se termine. Et 11 réponses. Effectivement, vous savez, quand vous êtes dans S3, dans la console, sur la première page, il y a cette série de checkbox que vous pouvez checker où par défaut tout est activé là, donc on bloque tous les accès publics. On a fait ça pour que vous évitiez de, par erreur, rendre des buckets publics et donc de donner accès à de l'information sans le faire exprès. Et donc comme c'est fait par défaut maintenant, si vous voulez rendre le bucket public, il faut non seulement mettre soit de la policy IAM, soit de l'ACL qui permet de rendre un objet public, et en plus aller désactiver ces options de S3 Block Public Access. Donc ça c'est la bonne réponse. Personne n'a répondu B, très bien, parce qu'il n'y a pas de security group sur S3 évidemment. Les security groups c'est pour les bases de données, les ressources qui travaille autour de C2, notamment sur Amazon EC2. L'objet n'a pas été créé avec Bucket Owner Full Control Permission, non, ça n'a rien à voir avec l'accès public. Et puis Static Web Hosting non plus. Static Web Hosting donnerait accès à quoi? À tous les buckets, à tous les objets. En tout cas, ouais, à tous les objets dont CloudFront aurait accès,
surcharger ça, on peut donner des accès spécifiques par fichier, mais il n'est pas nécessaire d'activer le web hosting. En fait, n'importe qui a une access key et secret key peut accéder à votre bucket S3. Pourtant que vous lui avez donné une access key, secret key, et qui donne permission d'accéder à S3, donc D n'était pas nécessaire, la bonne réponse était la réponse A également. Question 5, il en reste 3, 6, 7, 8. Et la question 6 porte sur les VPC, les réseaux. Donc vous avez un auto-scaling group avec Amazon EC2 qui n'arrive pas à faire un scale out, donc il n'arrive pas à rajouter des instances parce que votre réseau VPC est arrivé au bout du nombre d'adresses IP disponibles. Comment est-ce que vous pouvez résoudre ce problème-là? Réponse A, vous effacez le VPC, vous le recréez, vous en recréez un plus grand, avec un plus grand groupe d'adresses IP, on appelle ça un CIDR range. Réponse B, vous ajoutez un CIDR range additionnel à votre VPC, et puis vous rajoutez des subnets évidemment. Réponse C, vous ajoutez... réponse C, vous ajoutez un CIDR range et vous créez des subnets. Réponse B, c'était vous ajoutez un CIDR range et puis vous étendez le CIDR range sur les subnets existants. Donc ça, c'est la différence entre la réponse B et la réponse C. Là, il faut bien lire. À la B, on rajoute des adresses IP et puis on étend le range sur les subnets. Réponse C, on rajoute des adresses IP et puis on crée plus de subnets. Et puis réponse D, vous créez des élastiques IP address pour l'auto-scaling group. Bon, ben, je crois qu'il y en a une qu'on peut effacer immédiatement. La réponse D, puisque les élastiques IP address, ce sont des adresses IP publiques. Donc si vous hésitiez avec la D, non. Mais la bonne réponse ici est la réponse C. Et en préparant ce quiz, je me suis fait piéger. Je pensais que la réponse était la A. Donc je ne sais pas ceux qui ont répondu A, mais moi j'aurais répondu la même chose. Parce que dans le temps, il y a longtemps probablement, il n'y avait pas moyen de resizer un VPC. Donc il fallait faire très attention au range d'adresse IP qu'on sélectionnait quand on le créait. Parce qu'une fois que c'était créé, on ne pouvait plus ni le changer ni l'augmenter. Et j'ai donné des cours à AWS où on expliquait cela. Et j'ai dû louper une nouveauté, parce que maintenant, il y a moyen d'ajouter un deuxième range d'adresse IP. Alors évidemment, il ne faut pas qu'il s'overlap, mais on peut aller rajouter un range d'adresse IP. Donc on ne peut pas étendre le range existant, mais en tout cas, on peut mettre un deuxième range. Et si on fait ça, après, on ne peut pas changer les ranges des subnets, c'est normal, ils sont liés à des tables de routage, mais on peut créer d'autres subnets, et donc la bonne réponse est la réponse C. Donc c'est pas la réponse D, parce que la réponse D concerne les adresses IP publiques. Ce n'est pas la réponse B parce qu'on ne peut pas étendre un range un CIDR range sur des subnets. Mais donc oui, bravo à vos 40% qui ont répondu rajouter un CIDR range à votre VPC et puis créer des subnets additionnels. Côté score, on en est où? Guillaume, 37 points, Linis, 34, Snabil, 22, juste pour les 3 premiers. Je crois que c'est 7 ou 8 points par question, donc rien n'est joué pour la première place. Ça se précise. 7e question dans quelques secondes, dans 6 secondes maintenant. Avec Amazon EFS, vous devez installer un Amazon EFS de manière à pouvoir provisionner et monter ce file system sur des instances Amazon EC2. Quelle est l'étape que vous devez faire? Vous devez autoriser une master key sur AWS KMS, Key Management Service. Vous devez créer des mount targets dans les subnets où tourneront vos instances Amazon EC2. Vous devez créer des rôles pour Amazon EFS dans IAM. Vous devez connecter des iSCSI sur l'Amazon EFS Endpoint. EFS, c'est Elastic File System. C'est un service managé pour du NFS. Donc nous gérons le service pour vous et vous y connectez depuis vos instances Linux ou Windows. Et donc si vous créez un service EFS avec du stockage
Qu'est-ce qu'il faut faire pour que des instances Amazon EC2 puissent accéder à ce service? 8 réponses, vous êtes encore 2-3 à réfléchir. Il vous reste 10 secondes pour entrer la bonne réponse. Et la bonne réponse est la réponse B, effectivement. KMS, c'est un service de gestion de clés. Vous pouvez effectivement dire à EBS, je pense à EFS également, de chiffrer les données au repos et donc de donner un pointeur vers la clé que vous voulez utiliser. Mais ça n'a rien à voir avec l'accès depuis les instances Amazon EC2 dont on parle dans la question. Ce n'est pas la réponse C non plus, parce qu'il ne faut pas donner de permission spécifique à Amazon EC2 pour accéder à EFS. Les EC2 vont accéder à EFS via le protocole NFS, et donc du TCP tout à fait normal. Il n'y a pas de iSCSI endpoint sur EFS, puisque c'est du NFS. Alors on a des services qui utilisent iSCSI, je pense à Virtual Gateway par exemple, qui expose des terminaisons iSCSI, mais ici on parle d'Amazon EFS, et donc la bonne réponse c'est d'exposer les targets dans les subnets. Pourquoi? Parce que EFS c'est un service managé, on y accède à travers le réseau, et donc il faut dire à EFS d'aller créer un endpoint. J'ai pas envie de dire une interface réseau, parce que je pense pas que ça soit ça, mais c'est vraiment un listener, un point de connexion dans les subnets où seront vos instances Amazon EC2, et ces points de connexion, ils auront une adresse IP, un nom DNS interne, et c'est cette adresse IP là que vous devrez utiliser pour faire la config NFS. Côté host, côté operating system, côté Linux ou Windows. Donc voilà pour la question sur EFS. 43 points, je crois que c'est plié, ça va être Guillaume qui va gagner. Une 8e question sur DynamoDB, dernière question. Vous avez un site web qui collecte des données pour des votes en temps réel pour un show télévisé extrêmement populaire. Imaginez des votes pour The Voice ou un truc comme ça, où il y a des millions de personnes qui regardent. Et donc vous attendez à recevoir un gros volume de trafic sur DynamoDB pendant des petites périodes de temps. Quand Nikos Aliagas, allez-y, votez, prenez votre app et votez. Donc comment est-ce que vous pouvez améliorer les temps de réponse d'Amazon DynamoDB pour les réduire à la microseconde? Réponse A, vous allez utiliser DynamoDB Accelerator Cluster, DAX. Réponse B, vous augmentez les Read Capacity Unit, RCU, sur les tables dont question. C, vous activez les caches sur les tables pour les tables impactées, ou vous activez le auto-scaling de DynamoDB sur les tables impactées. Donc, DynamoDB, comment augmenter la performance de DynamoDB pour des très très gros volumes. Là, on parle de millions de requêtes et on veut descendre au niveau de la microseconde, c'est important dans la réponse également, ou dans la question, descendre à la microseconde sur DynamoDB. Et la réponse est le DynamoDB Accelerator Cluster. Effectivement, c'est un service qu'on a introduit il y a quelques années. C'est un cache en mémoire qui se met devant DynamoDB et qui permet d'accélérer les données, les accès à DynamoDB jusqu'à descendre avec des temps de latence de l'ordre de la microseconde, effectivement. Donc regardez la documentation, c'est sur aws.amazon.com/DynamoDB/DAX DynamoDB Accelerator. Augmenter le Read Capacity Unit, peut-être, mais il y a une limite de toute façon. À un moment ou l'autre, vous rencontrerez la limite. Ça peut coûter cher aussi. Enfin, vous allez me dire, DAX n'est pas gratuit non plus. Table caching, je ne pense pas que ça existe, de nouveau, si je dis une bêtise, dites-le moi dans le chat, mais je ne crois pas qu'il y ait du table caching. Enfin si, DAX, c'est un cache en mémoire. Et puis autoscaling, non, parce qu'autoscaling, ça prend quand même du temps à scaler, et donc ça ne conviendrait pas à ce use case où il y a énormément de trafic qui est envoyé à un moment précis sur votre application. Tableau des scores et gagnant.
Gagnant, Guillaume, bravo. Bravo Guillaume, 51 points, Linis 39, Ben 35, et puis vous voyez les autres noms là sur votre écran. Non, vous ne les voyez pas, il faut que je fasse ceci pour que vous voyez les scores. Snabil 27, Duf 59, 24 points, etc. Donc bravo à tous ceux qui ont participé aujourd'hui, bravo aux 3 gagnants de la journée. Une question, comment va se passer le Summit AWS en ligne? Oui, c'est une bonne occasion pour répondre à vos questions également, allons-y. Donc le Summit AWS, vous savez qu'il était initialement prévu au mois de mars au Palais des Congrès à Paris. Nous l'avons reporté, il sera en ligne, c'est un Summit européen qui se tiendra en ligne le 17 juin. Vous pouvez vous inscrire aujourd'hui, AWS Summit EMEA. 17 juin, et vous trouverez la page immédiatement. Ça devrait être le premier résultat de recherche. Alors, qu'est-ce que vous aurez cette journée-là? Vous aurez plein de choses. D'abord, il y aura une keynote d'ouverture de Werner Vogels, 45 minutes. Ensuite, il y aura 55 sessions techniques dans 10 tracks différentes. Donc une track, c'est un thème en fonction de votre rôle. On a découpé par rôle cette année. J'ai dit 10 thèmes, 5 sessions par thème. Il y a 11 thèmes, il y a 11 tracks différentes avec 5 sessions chaque fois, ce qui fait un total de 55 sessions. Et les rôles, ben voilà, ils sont là à l'écran. C'est je suis débutant sur le cloud, c'est je développe des applications, je suis data analyst, j'utilise des nouvelles technologies, etc. Donc en fonction de votre rôle, que vous trouvez ici dans la liste des sessions, ben, il y a 5 talks. Par exemple, si je m'occupe de la sécurité de l'information, ben, ce sont tous des talks liés à la sécurité, des talks d'introduction, mais en général des talks plutôt 200, 300, etc. Moi j'ai un talk ici sur le chiffrement, par exemple, de 45 minutes. Il y a un talk de mon collègue qui parlera de Attribute Based Access Control, ABAC, comment faire de l'ABAC. On a aussi une track un peu spéciale qui est que du live coding, donc pas de slide, juste les mains dans le clavier. Donc c'est une longue démo d'une demi-heure ou de 45 minutes si vous voulez, avec la console, avec du code. Il y en aura un sur l'observabilité pour vos applications serverless, un sur le .NET et les containers, un sur Amplify, cette librairie qui vous permet de développer facilement des sites web ou des applications mobiles, un autre sur les containers par Bernard, et Darko vous parlera du CDK pour de l'infrastructure as code avec des tests unitaires sur du CDK, etc. Il va aller assez loin. Donc voilà, ça c'est sur les sessions. Et puis en marge des sessions, il y aura un espace de rencontre où vous pourrez rencontrer nos partenaires. Et il y aura des workshops également où vous pourrez suivre des instructions. Je n'ai pas les détails sur les workshops. Est-ce qu'ils sont ici? Activité partenaire, le workshop Deep Racer, voilà, vous les trouverez ici pour jouer avec les voitures Deep Racer et développer des modèles pour piloter des voitures autonomes sur une piste. La liste des activités, elle est ici en haut sur le site web. Il y aura un endroit aussi, vous vous souvenez, si vous avez déjà été à des summits, il y a un bar où vous pouvez rencontrer les solution architectes. Donc il y aura un bar virtuel où vous pouvez venir poser des questions. Il y a aussi un espace où il y aura des démos techniques. Vous pouvez voir des démos de différents services. Voilà pour les activités. Il y aura un Startup Love, il y aura l'expo des partenaires, j'en ai parlé, des activités pour le secteur public. Donc plein d'activités, 55 sessions techniques, plus plein d'activités sur le côté. C'est entièrement gratuit, c'est le 17 juin, ça commencera à 10h heure de Paris si vous êtes à Paris, et ça terminera à 15h. Il y aura en clôture un mot de Werner Vogels, qui est notre... Werner Vogels en introduction, et Andy Jassy, notre CEO, en clôture, un fireside chat, comme on dit, donc une conversation avec Andy Jassy en clôture. C'est le 17 juin, c'est gratuit, et vous pouvez vous inscrire maintenant. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je vois dans le commentaire que oui. Merci d'avoir rejoint ce quiz. Il y a un petit groupe d'habitués qui suit décidément de semaine en semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, et évidemment vendredi à 16h pour un autre quiz avec 8 questions. Jeudi soir à 18h pour le live coding avec Bachar. Et puis d'ici là, passez un très très bon week-end. Et comme je dis toujours, d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien. Ciao.